Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans ce live Startup 30 minutes en direct consacré aux entrepreneurs et aux entrepreneuses sur Décideur TV et Madines. 30 minutes durant lesquelles vous avez la parole, donc vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités via le chat qui se situe à côté de cette vidéo. Et aujourd'hui, nous parlons de la profession de leveur de fonds. C'est le talk de Startup. Cette semaine, nous allons zoomer sur une profession qui n'est pas sous le feu des projecteurs, mais qui accompagne de nombreux entrepreneurs dans leur recherche de financement. On les présente souvent comme les chevilles ouvrières du capital risque. Ce sont les leveurs de fonds. Sabine Filias, bonjour. Bonjour. Alors, leveuse de fonds, c'est votre profession. Vous êtes directrice générale de Chausson Finance et vous allez nous raconter justement l'envers du décor de votre métier. Ça fait plus de 7 ans que vous exercez. Chausson Finance, 20 ans, donc c'est une vieille maison. Exactement. Et pour vous accompagner, un entrepreneur, Loïc Soubéran, bonjour. Bonjour. Cofondateur de Tids. Alors Tids, c'est une start-up lancée à Montpellier en 2011 qui connaît une croissance fulgurante et qui vient tout juste de lever des fonds 4 millions d'euros grâce notamment à l'aide d'un leveur de fonds. Et est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire un petit mot sur Tids? Donc c'est une plateforme publicitaire sur la vidéo. Exactement, on a un focus sur la vidéo et on permet aux régies et aux éditeurs de monétiser tout type de contenu, que ce soit les vidéos qu'ils produisent, les articles de presse, etc., avec la publicité vidéo. D'accord, alors donc c'est pas que les pubs qu'on a avant les vidéos, qu'on est obligé de regarder, c'est aussi dans les articles de presse. Exactement, on arrive à couvrir l'ensemble des besoins des éditeurs. Très bien. Sabine, on va commencer avec vous cette émission. Vous êtes un peu, leveuse de fonds, un intermédiaire en fait, entre les startups et les investisseurs. Ça, c'est un peu comme un agent immobilier, si on veut résumer de manière très synthétique. C'est pas une très belle comparaison, si je peux me permettre. Non. Notre métier, c'est d'être du côté de l'entrepreneur et de l'aider à aller convaincre un acteur spécifique qui est le fonds d'investissement. C'est d'essayer d'aller convaincre quelqu'un, d'aller mettre des montants importants. On parle en millions d'euros, donc nous on travaille entre 2 et 15 millions d'euros. Donc aller convaincre quelqu'un que votre entreprise a un tel potentiel que ça mérite d'aller investir dedans des sommes importantes et qu'il y a une très belle histoire à écrire ensemble. D'accord. Alors si on remonte justement un peu la chaîne de valeur, dans toute cette émission, on va voir un peu les étapes dans lesquelles vous intervenez. Une des premières étapes, c'est le marketing financier, j'imagine, en amont. Vous essayez, alors encore une fois, ça va pas être très beau ce que je veux dire, mais vous essayez de rendre la mariée plus belle, c'est ça? Oui. En fait, notre métier, c'est avant tout de savoir écrire de belles histoires d'entreprise et de belles histoires d'entrepreneurs. On peut présenter une entreprise de dizaines de manières, mais il y en aura une qui va mettre des étincelles dans les yeux de l'investisseur que vous aurez en face. Ce qu'il faut voir, c'est que l'investisseur en capital risque, c'est un peu un anti-banquier. Le banquier, il a envie d'être rassuré, il a envie qu'on lui dise que « oulala, surtout, on ne va pas aller trop vite parce qu'il aurait trop peur qu'on sorte de la route ». Au contraire, l'investisseur en capital risque, c'est quelqu'un qui a envie de rêver. Il a envie de se dire « voilà, ce matin, je vais rencontrer un futur Google, un futur Facebook, ou si on parle d'entreprise française, le futur Criteo, le futur Neolan. Et donc, je vais pouvoir investir et créer des champions français, des champions européens, des champions mondiaux. Et donc, il faut à la fois le faire rêver en lui montrant les aspects les plus attractifs de l'entreprise et en même temps, évidemment, le rassurer. Parce que toutes les entreprises ne vont pas devenir des Criteo ou des Neolan. Est-ce que justement, alors on va beaucoup parler, j'imagine, d'erreurs à ne pas faire pour des jeunes entrepreneurs qui nous regardent, enfin des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Est-ce que justement, c'est du storytelling au final, est-ce qu'il y a vous voyez, quand vous voyez arriver des clients, des dossiers qui ne sont pas très bien justement, quelles sont les erreurs fréquemment commises? On pourrait faire un avant et un après entre le dossier tel qu'il nous arrive et tel qu'il en ressort. Souvent, il n'a à peu près rien à voir. C'est vrai. Je dirais l'erreur la plus classique de l'entrepreneur, c'est de venir avec un dossier de 70 pages en mauvais anglais. C'est vraiment le truc affreux. Personne n'a envie de lire un doc technique de 70 pages en mauvais anglais. Nous, on en fait des teasers qui donnent envie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un investisseur, il reçoit énormément de dossiers. Et par an, il va peut-être investir sur 1 sur 100. Donc l'idée, c'est comment vous allez sortir du lot à chaque étape où l'investisseur pourrait laisser tomber. Donc la première, c'est vous allez envoyer un petit document qui doit donner envie à l'investisseur de décrocher son téléphone en disant
oh, cette boîte, elle a du potentiel, elle est intéressante, j'ai envie de la rencontrer. Donc on ne peut pas tout dire dans les premiers documents. L'idée, c'est de donner envie, de teaser. Alors c'est vraiment ça, c'est le principe un peu de l'elevator pitch. De dire, voilà, l'investisseur va se dire, je ne perdrai pas 2 heures en allant rencontrer ce dirigeant. Très bien. Un internaute déjà nous demande, Bob, c'est combien de pages un teaser? Un teaser, c'est 2 pages. 2 pages? C'est un executive summary en somme? C'est ça, un executive summary. Ça suffit largement pour que l'investisseur puisse se dire « je vais passer 2 heures ou pas ». D'accord. Voilà. Et après, il sera temps de donner des éléments beaucoup plus précis et détaillés, mais ayez pitié de votre interlocuteur. Voilà, c'est surtout ça. Dites-vous que des dossiers, il en reçoit des dizaines, des centaines par jour. Donc, voilà. Un peu comme un CV pour un recruteur, on donne la manière synthétique pour après aller à l'état de. Il faut voir que c'est vraiment, on est dans un système d'engrenage en fait. L'investisseur, il faut d'abord lui prendre le doigt, c'est-à-dire lui prendre les 10 minutes nécessaires à la lecture du teaser. Puis après, vous lui prendrez l'heure ou l'heure et demie de rendez-vous. Puis après, vous lui prendrez, voilà. Et l'idée, c'est qu'à la fin, il arrive à faire le chèque. Et là, c'est quand il a mis vraiment tout le bras. Loïc, on va passer à votre expérience justement. Première question, pourquoi est-ce que vous avez fait appel à un leveur de fonds? Comment est-ce que vous avez entendu parler de cette profession? Est-ce que pour vous, c'était une évidence? On s'est beaucoup renseigné justement sur la pertinence ou non de de s'entourer d'un leveur de fonds ou un banquier d'affaires. Oui. On aime bien dire ce mot-là. La décision est venue assez simplement finalement et après coup je le regrette encore moins puisque un banquier d'affaires a la capacité à créer un momentum autour de votre dossier. On a clairement vu la différence parce que on connaît beaucoup d'entrepreneurs vu qu'on est de ce giron-là, qui tentent de le faire sans lever. On voit que c'est des processus beaucoup plus longs, sur des dossiers moins bien financés, moins bien négociés, etc. Justement, Jojo31 nous demande combien de temps ça prend de lever, en l'occurrence 4 millions d'euros pour vous. Alors, nous, je sais qu'on était sur un process ultra rapide, qui n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe actuellement. Nous, en 5 mois et demi, on a réussi à closer. Et donc, ça, c'est la moyenne. Enfin, on compte entre 4 et 6 mois. Voilà. Ce qui veut dire, et ça c'est quelque chose de très important pour ceux qui nous regardent, il ne faut pas vouloir lever des fonds quand on est en crise de cash dans 2 mois. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment avoir d'infériorité aussi par rapport aux investisseurs. C'est juste pas possible. Enfin, à moins d'avoir un coup de chance incroyable, il faut avoir au moins 6 mois de trésorerie devant soi. Enfin. À quel moment est-ce qu'ils sont intervenus? Alors, c'est Clipperton Finance, on peut dire leur nom. Est-ce que dès le début, ils vous ont, comme disait Sabine, aidé à écrire la belle histoire? Complètement. Ils ont été complètement partie prenante. Qu'est-ce qu'ils ont changé, par exemple? Est-ce que vous avez, par rapport à votre premier jet, est-ce qu'il en est ressorti? Mais déjà, il y a énormément d'échanges pour être certain qu'on soit sur la même ligne en termes de compréhension du marché. Parce que chaque marché a ses spécificités. Et il y a énormément d'échanges pour faire en sorte que votre lever adopte exactement le discours que vous souhaitez auprès des investisseurs. Ça prend combien de temps, vous, pour expliquer par exemple le business model de TIDS? Un mois et demi de préparation, à peu près. Sabine, c'est à peu près ce qu'il faut pour… Enfin, ça dépend évidemment des startups, mais… C'est vrai que c'est important, parce qu'un leveur de fonds est généraliste. Alors même si on a une expérience, on a pu avoir des dossiers dans des univers proches, mais on est des généralistes. Et dans un sens, c'est aussi ce qui est important, puisqu'il faut qu'on soit capable de prendre du recul face à un dirigeant qui a les mains dans le cambouis, qui sait ce qui est important pour lui ou pour son client, mais qui n'est pas exactement forcément ce qui va attirer l'œil de l'investisseur. D'où c'est important de faire ces réunions où nous, on rentre dans le métier pour bien comprendre toutes les problématiques du client et en même temps, on est capable de prendre de la hauteur. Et c'est vrai que ça prend un tout petit peu de temps. Concrètement, qu'est-ce qu'ils vous ont fait changer dans votre… ou qu'est-ce qu'ils vous ont appris peut-être en termes de levée de fonds? Simplifier énormément le discours. Voilà. Je savais qu'il ne fallait pas être trop technique, donc on faisait en sorte de ne pas trop l'être. Ils ont rajouté une couche de simplicité. Donc, et on sait que pour rendre un discours simple, il faut énormément travailler. Sabine, sur votre site, on lit également que vous permettez en fait de maximiser les chances de succès d'une levée de fonds. C'est-à-dire que vous avez accès plus facilement, j'imagine, aux fonds. C'est un peu vos fournisseurs ou vos clients, non, de vos fournisseurs pour le coup. Vous travaillez main dans la main avec eux. Enfin, vous savez quel fonds aime bien telle start-up, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils demandent en fait comme dossier. Ça, c'est un sujet très important. C'est quand on veut lever de l'argent.
Alors trouver les adresses email de tous les fonds, c'est facile. Enfin, je veux dire, vous allez sur le site de la FIC, vous avez des annuaires. Le sujet n'est pas tant là, c'est à la fois de choisir le bon interlocuteur, c'est-à-dire à la fois le fonds et le bon partenaire dans le fonds qui sera le plus à même de vous, à la fois d'être convaincu et de faire un chèque, mais surtout de faire un chèque utile. Parce qu'il y a des investisseurs qui, l'argent qu'il va vous mettre va valoir 2 fois, 3 fois son montant parce qu'il va être capable de vous aider à trouver des clients, vous aider dans un développement international, à recruter les bons profils, vous aider à vous structurer. Il y en a qui vont mettre de l'argent et que vous reverrez au bout de 5 ans. Bon, ils ne feront rien, ils ne vous ennuieront pas, mais ils apporteront pas plus que leur argent. Puis il y en a d'autres qui peuvent vous faire prendre des mauvaises décisions, qui vont vous enquiquiner, vous faire perdre du temps. Donc c'est vrai que quelqu'un comme moi qui connaît bien les fonds, on sait à la fois qui sont les fonds qui peuvent être les plus intéressants, qui est le partenaire qui a la meilleure expérience, qui peut se rapprocher de votre entreprise et donc qui pourra être le plus à même de vous aider, celui qui a du temps, celui qui est on va dire, bien vu dans son fonds et qui a du pouvoir à ce moment-là, parce qu'il faut voir que les fonds, c'est quand même des décisions collégiales, mais même au sein d'une équipe collégiale, il y a quand même des gens qui ont plus ou moins de poids parce qu'ils viennent de faire une belle sortie et qu'ils ont du coup permis au fonds de faire une belle plus-value, ou bien ils viennent de planter 5 dossiers à la suite et donc du coup, ils sont forcément plus en grâce. Et donc, c'est important, c'est vrai, d'avoir ce regard d'insider qui permet d'aller frapper aux bonnes portes. Et d'aiguiller les startups au bon endroit. Et d'autant qu'un dossier qui vient de chez nous, parce que nous aussi, on a cette chance de pouvoir choisir nos clients. On décide avec qui on va travailler. C'est ça, c'est une question que j'ai Ce qui fait que du coup, les fonds savent qu'un dossier qui vient de Chausson Finance, c'est un dossier qui a été sélectionné. Et donc, par principe, ils ne perdront pas de temps à aller passer 1 heure en rendez-vous. Alors Loïc, justement, on parlait des fonds. Vos fonds, c'est Partech et Elaya. Vous les avez choisis, enfin, ils ont été choisis parce qu'ils étaient spécialistes de votre domaine d'activité, c'est ça? Exactement, ça c'est un point extrêmement important. Nous, on a fait un roadshow assez conséquent. Vous avez vu combien de fonds à peu près? Une vingtaine. Une vingtaine? Donc effectivement, je rejoins totalement votre analyse. S'entourer d'un leveur de fonds, c'est... Pour être entouré d'investisseurs, il faut absolument qu'ils soient en phase avec vous. Sur la vingtaine qu'on a vue, on a eu 5-6 qui étaient vraiment connaisseurs du marché de la vidéo, etc. Et quand on a une relation quotidienne, finalement, après levée avec votre investisseur, il faut être certain que vous soyez sur la même longueur d'onde. Est-ce que c'est votre leveur qui vous a aiguillé vers eux en particulier en vous conseillant d'aller les voir en priorité ou est-ce que... Non, parce qu'après, il y a le fit qui rentre en jeu. Complètement, il y a un fit qui se crée entre l'investisseur et l'entrepreneur. D'accord. Il y a eu un brief, j'imagine, avant chaque rencontre de votre leveur pour vous dire attention, lui, il préfère être briefé comme ça ou, est-ce qu'il y a eu des petits conseils techniques avant pour les entretiens? Le lever connaît extrêmement bien le portefeuille d'investisseurs qui nous présente. Donc effectivement, on a été extrêmement bien briefé. Oui, c'est un petit milieu. Donc tout le monde se connaît. Vous me dites en fait, c'est au final aussi de bien connaître vos investisseurs et de les rencontrer souvent, j'imagine. Oui, et puis c'est important qu'il y ait de la confiance qui se crée parce que il faut que le fonds soit convaincu que quand on envoie un document, il est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'erreur dans les chiffres, qu'on ne trafique pas les chiffres. Voilà, il faut qu'il y ait une vraie confiance. Et quand on l'a au téléphone en lui disant que pour telle et telle raison, on pense que le dossier lui conviendrait bien, quand on lui dit non, mais je t'assure, ce dirigeant, il a telle et telle qualité que tu n'as peut-être pas vu parce que c'est une réunion de 2 heures et que c'était un jeune entrepreneur, il était peut-être stressé, qu'il puisse, voilà, qu'il ait confiance, qu'il dise bon, ok, je te crois, je vais le revoir une 2e fois. Parce que voilà, j'ai peut-être raté tel ou tel point dont tu viens de me parler. Alors on a 2 questions d'internautes qui vont se regrouper. Le Breton et OSS 117. Pouvez-vous nous donner une idée de la charge financière d'un leveur de fonds? Combien ça coûte en fait un leveur de fonds? Loïc. Donc ils prennent un pourcentage très souvent de la transaction qui est effectuée. Ça va dépendre de votre objectif. C'est un variable qui doit être négocié, qui peut être entre 2 et 8% selon comment... Du montant levé. Je pense qu'il est très important à dire, c'est que nous, on n'est pas des avocats. On prend des risques avec nos clients. C'est-à-dire, moi, pendant 6 mois, je ne vais pas être payé, puisque je suis payé le jour où l'argent rentre dans les caisses. Ce qui veut dire que non seulement j'ai un BFR très important, mais en plus, je prends vraiment un risque avec mon client. Si jamais la levée ne se fait pas, j'ai bossé 6 mois pour rien. Très souvent, il y a quand même des retainers qui sont mis en place, où le fonds va être payé mensuellement sur un fixe.
ou si effectivement il n'y a pas de levée qui se fait, quand même c'est pas 100% perte. C'est la question. S'il n'y a pas de levée, comment vous êtes à vos pertes? On a un retainer, un petit retainer au départ qui en fait, paradoxalement, a plus une vocation pédagogique vis-à-vis du dirigeant. Parce que ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Et historiquement, on s'est vraiment rendu compte que quelqu'un qui n'était pas prêt à sortir un peu son chéquier au départ n'était pas vraiment motivé. Et même si n'importe quel dirigeant vous dira « non, mais la levée, c'est très important pour moi, c'est promis, je suis très motivé », s'il n'est pas prêt à sortir un petit peu d'argent au départ, il ne mettra pas la levée en priorité. Quand vous l'appellerez pour caler des réunions, il n'aura jamais le temps. Enfin, voilà. Donc pour nous, c'est vraiment pédagogique, mais c'est une somme qui est ridicule dans notre rémunération. Enfin, c'est pas... Au final, Steve, vous parliez des frais d'avocat. Steve nous demande, entre la commission du banquier d'affaires et les frais d'avocat, ça ne fait pas beaucoup de frais au passage pour la levée. Est-ce que vous, il y a une part importante du coup des frais liés à la levée qui ont été ponctionnés à ce moment-là quel est votre avis là-dessus? Très clairement, enfin, quand vous faites une levée, effectivement, vous devez être bien entouré. C'est indispensable. Donc, vous avez donc leveur de fonds, il y avait un avocat, j'imagine. Il y avait plusieurs avocats. Plusieurs avocats. Exactement, plus un leveur. Et puis en plus, il faut savoir également que si la levée se fait, l'entrepreneur prend en charge les frais d'avocat du fonds, très régulièrement. Voire quasi. C'est toujours le cas. Voilà. Donc effectivement, il y a une part importante de cette même levée qui est. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas lever exactement votre montant de cash, enfin votre trou de trésorerie dans le BP. Il faut vous laisser un peu de marge pour prendre en compte tous ces frais. Alors, Sean-Paul nous demande, comment faites-vous pour tenir votre BFR? Vous avez prévu très en amont la levée de fonds, j'imagine. On parlait justement de ne pas être à court de trésorerie pour lancer une levée de fonds. Nous, on avait prévu, effectivement, on avait un objectif de levée courant été. On a signé argent versé le 2 août. Donc, on a complètement tenu les délais. C'était des délais très short, mais il faut savoir qu'on a terminé sur... une ligne proche du zéro en termes de cash. Ah oui, donc c'était just... C'était just in time, c'était parfait. Parfait, pile à l'heure. Max nous demande comment déterminer la part à céder à un investisseur. C'est la fameuse question de la valorisation. Ça fait très très peur aux entrepreneurs. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, on doit beaucoup vous la poser en plus, j'imagine. Oui, évidemment. En fait, la question... est un peu mal posée, mais elle est toujours posée de cette manière. Mais ce qu'il faut voir, c'est que même si en cours de compta, on peut vous apprendre des tas de modèles qui vont vous donner une valorisation soi-disant objective, dans les faits, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Le sujet, c'est qu'il faut voir, en gros, à chaque tour de financement, vous pouvez lever, on va dire, un montant qui correspond à votre stade de financement. Et ce montant vaudra grosso modo un tiers du capital, un tiers de dilution. Alors la seule chose, c'est quand vous êtes en pur amorçage, vous ne pourrez pas lever 5 millions. Et quand vous serez en développement, il n'y a pas d'intérêt à lever que 1 million. Mais en clair, il faut compter en moyenne. Alors après, ça dépend, il y a des sociétés pour lesquelles ça se fera différemment, mais en moyenne, il faut compter un tiers. C'est le cas pour vous Partage chez ta vie. Oui, tout à fait. Vous êtes 3 fondateurs, ça, 2 fondateurs? 3 fondateurs. 3 fondateurs. Voilà. Avec Jaurès et Olivier Reynaud, des Montpellierins. Très bien. Alors, une autre question, de Chris Piz, comment se définit l'impact décisionnaire d'un investisseur sur les grandes orientations de la start-up lors de la levée de fonds? Est-ce que, alors je crois comprendre la question, je vais essayer de l'interpréter. Est-ce que vos investisseurs vous ont dit, on investit si vous prenez ce côté stratégique ou si vous développez plutôt dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a eu des conditions? Ça ne se fait pas du tout de manière aussi abrupte que ça. Il y a énormément de discussions parce qu'ils ont besoin de connaître le positionnement de la société, sa stratégie, etc. Ils peuvent donner des conseils, évidemment, mais c'est pas, la décision d'investissement n'est pas liée à une condition forte. Et après la levée, alors c'est peut-être un petit peu tôt pour vous, mais est-ce qu'il y a comment se passent vos boards? Est-ce qu'ils sont... Nous, déjà, on est d'autant plus contents que ce sont 2 fonds experts dans la publicité digitale. Donc, ils ont de réels contacts sur le marché. Donc, ils vous ouvrent leur carnet d'adresses. Il y a une réelle ouverture de carnet d'adresses, c'est très important. Quand on se parle, on se comprend. Et on connaît tous les 2 ou tous les 3 les enjeux de ce marché. Donc les boards se passent plutôt bien. Est-ce que vous vous assurez également, entre guillemets, le service après-vente? C'est-à-dire qu'après la levée de fonds, est-ce que vous intervenez toujours? Est-ce que vous aidez l'entrepreneur encore? Ou est-ce que votre travail s'arrête justement à la levée? Alors,
Actuellement, notre travail s'arrête le lendemain de la levée ou le jour où on a notre chèque. Bon. Dans les faits, on aime travailler dans la durée avec nos clients. C'est assez régulier. On a eu des clients pour lesquels on a fait le premier tour d'amorçage, puis un deuxième tour, puis un troisième tour. Donc on aime rester en contact, ne serait-ce que parce qu'on a travaillé pendant 6 mois de manière extrêmement intense avec nos clients et on ne va pas du jour au lendemain arrêter de leur parler. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un intérêt pour la société qui est devenu très fort et donc on aime savoir ce qu'elle devient. Forcément. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on aime beaucoup. Voilà, Sarenza, on a fait 3 tours pour eux. De la maison, on en a fait 2. Voilà, Talen, on en a aussi fait 3. Enfin bon, voilà, on aime prendre les sociétés jeunes et les accompagner dans la durée parce que c'est là que s'écrivent les belles histoires. On a l'impression en plus d'être vraiment utile. Enfin, quand on voit une société qui a démarré comme Sarenza sur du PowerPoint, et c'était du PowerPoint quand on les a vus la première fois, et voir où elle en est maintenant, on est content. On se dit qu'on a un petit peu apporté notre pierre à l'édifice. Est-ce que justement, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, est-ce que vous refusez beaucoup de dossiers, j'imagine quelle est la proportion de ce que vous gardez au final pour… Alors déjà, il y a les dossiers tout à fait… on va dire inadapté à une levée de fonds en capital risque. Enfin, il y a beaucoup de respect pour les boulangers, mais on ne lève pas d'argent, enfin, en tout cas pas sur une simple boulangerie, quoi. Donc bon, là on peut déjà évacuer toute une partie. Et ensuite sur les projets qui pourraient correspondre, un peu technologiques, innovants, je pense qu'on peut en prendre peut-être 1 sur 100, 1 sur 50. Qu'est-ce qu'il faut que vous sentiez là? Il faut qu'on ait envie. Enfin, je dirais, on a cette chance, on est une vieille maison, on existe depuis 20 ans, on a une réputation qui fait qu'on peut se permettre de dire non à des clients. Donc il faut qu'on ait envie de le faire, donc que les dirigeants nous convainquent, qu'on se dise le projet c'est quelque chose, voilà, qu'on ait envie de travailler avec ces personnes-là, qu'on se dise ah là il y a quelque chose à faire, on va pouvoir être utile. Donc au final c'était une question que je voulais vous poser, est-ce que vous avez besoin de prospecter des startups? J'ai l'impression que non, du coup vous avez beaucoup de dossiers. On le fait aussi parce que si on aime bien aussi découvrir nous-mêmes, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de dossiers entrants. Un internaute nous demande quelles sont les belles histoires en cours chez Chausson. Est-ce que vous avez le droit d'en parler tout d'abord? Alors, pas les levées de fonds en cours, ça c'est vraiment une règle chez nous. On ne parle des clients que quand on a levé. Mais sinon, les belles histoires passées, on peut parler de Talend, qui est quand même l'un des gros succès français aujourd'hui du logiciel libre. On peut parler donc de Sarenza, on peut parler de la maison, donc, qui est aujourd'hui le leader dans la vente de tout ce qui est équipement de la maison. Enfin, on a eu des très belles sociétés, Géolide, pour qui on a fait un 2e tour l'an dernier, qui est dans le marketing internet local. Voilà, quelques très belles sociétés. Et puis d'autres qui sont moins connues, mais qui sont aussi des belles histoires. Est-ce que vous pouvez nous raconter également comment ça s'est passé au niveau de rencontres avec les fonds? Comment avez-vous été préparé en amont par les leveurs? Parce que j'imagine que ça fait aussi partie de votre métier, de la préparation des entretiens. Avant de démarrer un roadshow, effectivement, il faut faire connaissance avec notre banquier d'affaires. Et puis, il faut également préparer tout le dossier financier. Donc, il y a 2 bons mois de préparation, tout compris, avant de faire les premiers rendez-vous. Voilà, donc après, on n'est pas particulièrement briefé sur la manière de parler, etc. Parce que finalement, c'est à l'entrepreneur qui va forcément, qui va parler le mieux de sa société, forcément. Mais on est extrêmement bien accompagné sur toutes les questions d'ordre financier, ce qu'il faut dire ou pas au moment de la négociation, etc. Justement, il y a une question qui revient, est-ce que c'est pas chronophage aussi? C'est la question, j'imagine, qu'on vous pose souvent. Est-ce que c'est pas finalement chronophage de faire appel à un intermédiaire qui peut faire perdre du temps parce qu'il faut repitcher sa start-up à quelqu'un, pendant 2 mois en l'occurrence? Est-ce que c'est du temps qui a été gagné après? Justement, c'est un gain de temps phénoménal. Et je pense que c'est quasiment une des premières raisons pourquoi moi je préconise de s'entourer de leveurs, si on peut, parce qu'il faut pouvoir être sélectionné. C'est assez compliqué, effectivement. Mais je préconise vraiment de passer par là. Alors c'est le gain de temps, finalement, l'apport essentiel entre autres. C'est pas essentiel, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Une levée de fonds, il faut voir que c'est quasiment un job à temps plein pour un dirigeant pendant 6 mois. Parce que il faut préparer les documents, il faut aller voir les fonds, les convaincre un à un. Si vous pouvez économiser la moitié de ce temps, c'est formidable, parce que vous imaginez quand même pour un dirigeant à quoi son temps est-ce qu'il est le mieux occupé? Est-ce que c'est à aller faire la danse de vente devant des investisseurs, donc c'est très important, ou est-ce qu'il est mieux occupé à aller gagner ses premiers clients, faire ses premiers partenariats, montrer qu'il a des belles courbes de croissance?
Voilà, donc c'est très important. Si vous pouvez gagner ne serait-ce que la moitié du temps que vous devez consacrer à votre levée de fonds, c'est clé et pour le développement de votre entreprise et pour le succès de votre levée, parce qu'en plus, les fonds sont terribles, mais non seulement ils vous prennent beaucoup de temps, mais en même temps, ils exigent que le business continue à croître as usual. Ouais. Donc, c'est vraiment une période où il faut être extrêmement motivé. Il faut que le dirigeant il parte en se disant bon, je vais travailler à 200% pendant quelques mois. Est-ce que vos levées justement se réduisent par rapport à la moyenne? On disait à peu près 6 mois pour une levée de fonds. Alors je pense que ce n'est pas tant sur la durée, alors qui peut aussi être encore plus long, parce que c'est vrai qu'un fonds, quand il n'est pas sous tension, c'est-à-dire quand il ne sait pas qu'il y a un process en cours, quand vous passez par un leveur, le fonds il sait que il n'est pas tout sûr sur la ligne de départ, et que donc s'il ne réagit pas un peu vite, s'il ne rentre pas dans un process un petit peu normé, il va perdre le dossier. Alors, du coup, c'est vrai qu'il est obligé de se mettre dans un process où il sait que la lettre d'intention, c'est dans 3 mois ou dans 4 mois. Tandis que s'il est tout seul sur la ligne de départ, il va vous voir régulièrement, et puis il va vous prendre du temps, et puis il va discuter, parce que plus le temps passe, plus votre boîte se développe, ou pas. Et donc, moins il a de risques, puisqu'il sait que soit vous êtes sur un train de croissance formidable, et donc il se dit, tant mieux, je vais investir, soit finalement, vous n'êtes pas sur un train de croissance, et il va se dire, oula, j'ai bien fait de laisser passer du temps. Voilà, donc je pense que c'est vrai que c'est un apport très important d'un leveur de fonds, c'est que comme il va mettre le fonds dans un process normé, vous allez gagner du temps et en longueur de la levée de fonds, et surtout, le leveur va gérer tout un tas de choses à votre place, les relances des fonds. En plus, c'est beaucoup plus facile d'être pris au téléphone par le fonds quand vous êtes Chausson Finance, que ça fait 20 ans que vous existez, que quand vous êtes la Xème start-up qui forcément va changer le monde. Voilà. Alors, on va essayer d'aller très très vite, il reste peu de temps et encore quelques questions. Qui conduit les négociations? Est-ce que c'est à la toute fin, au closing? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est le leveur qui vous aide? C'est un subtil mélange entre les deux, effectivement. Autour de la table, vous êtes tous les deux? Oui, bien sûr. On fait les réunions et puis je pense qu'il y a certains coups de fil qui sont passés. Oui, pour savoir est-ce que j'ai bien fait. En off, non, entre le leveur et bien sûr, pour créer justement ce momentum autour de ce dossier. Mais ce qui est très important, je pense, c'est que la main des fois, vous essayez de faire. Non, mais je pense qu'il est important, c'est aussi de faire beaucoup de pédagogie vis-à-vis de nos clients, parce qu'un pacte d'actionnaires, quand ça arrive, c'est quand même affreusement aride. Ça fait 70 pages, c'est en termes très juridiques. Et notre métier, c'est aussi d'expliquer aux dirigeants quelle est la lettre, donc qu'est-ce que ça veut dire, mais surtout quel est l'esprit et ce que ça veut dire de manière concrète. Il y a beaucoup de clauses, quand vous les voyez dans un pacte d'actionnaires, vous avez envie de partir en courant. Dans la vraie vie, et ça on peut le dire parce que ça fait 20 ans qu'on fait ce métier, dire voilà, il y a telle clause, dans les faits, je ne l'ai jamais vu appliquer chez aucun de mes clients. Et ça, c'est très important. C'est un peu comme les petites lignes des conditions générales, si on lit tout, vraiment, on n'adhère plus jamais à quel service. Mais surtout, ce qui est important, c'est de comprendre l'esprit qu'il y a derrière, et puis de leur dire, voilà, telle clause, si vous ne la voulez pas, c'est même pas la peine de lever de l'argent, parce que tous les fonds la mettent toujours. Telle autre clause, là, on peut négocier. Et ça aussi, c'est important, l'expérience, c'est de pouvoir dire, je connais non seulement le marché, mais je connais tel investisseur. Et je sais que sur telle clause, il est intraitable. Donc, ça ne sert à rien de s'user dans la négociation sur telle clause parce qu'il ne bougera pas. Par contre, sur telle autre, je sais qu'il peut bouger. Donc, où est-ce qu'on met l'effort de négociation, sur quoi on peut bouger. Il y a des clauses plus importantes que d'autres. Et donc là, après, c'est tout un subtil mélange de savoir sur quoi on insiste, sur quoi on n'insiste pas, quelles sont les choses qu'on demande en sachant qu'on se les fera refuser, mais du coup, on aura du crédit pour mieux négocier l'autre. Voilà, et ça, c'est parce qu'on a fait jusqu'à présent plus de 180 levées qu'on peut connaître ça. Est-ce que vous recrutez? Question pour tous les deux. On va commencer par Loïc. Est-ce que vous avez besoin de bras supplémentaires? Dans quel métier, dans quel secteur? Pas que des bras, des cerveaux également. Bien sûr. Donc la levée est dédiée à un renforcement du déploiement à l'international. Donc on a besoin de structurer les équipes commerciales à l'international. Donc tous des postes à l'international, c'est ça? Commercialement parlant, oui. Et après, on souhaite. Alors, on va ouvrir les bureaux à Londres le mois prochain. On va ouvrir un bureau à Sydney. Et l'année prochaine, on ouvre à New York. Très bien. Est-ce que vous recrutez il y a quelque chose d'important quand même. On va doubler les effectifs techno également. Ah oui. On va passer de 15 à 30 personnes. Ok. Donc vous pouvez envoyer vos candidatures. N'hésitez pas, surtout de la place. Et vous, on nous demandait quel est le profil pour être leveur de fonds? Est-ce que vous recrutez et quel est le profil? Alors, est-ce qu'on recrute? La réponse est un peu normale, c'est oui et non. En fait, historiquement, à chaque fois qu'on a voulu faire des recrutements, on n'a jamais vraiment réussi. On n'est pas tombé sur les bonnes personnes.
Et par contre, nos meilleurs recrutements, ça a toujours été des candidatures spontanées, des gens qui avaient vraiment envie. En fait, c'est ça qui est important. Quand on met une annonce, des gens répondent un peu parce qu'ils voient l'annonce. Ouais. Nous, on veut des gens qui aient vraiment envie et de travailler avec des entrepreneurs et en même temps qui soient suffisamment carrés pour faire toute la partie financière. Donc, ça demande quand même un petit background un petit peu financier. Et des gens surtout qui aient cette touche un peu marketing, faut aimer les entreprises, il faut avoir envie de bien les pitcher. Il faut aimer et les entrepreneurs, j'imagine. Ah bah évidemment. Est-ce que il faut se lever le matin en se disant, en étant très content de faire beaucoup de choses différentes, parce qu'on peut faire des clean tech, on fait beaucoup de high tech, beaucoup d'internet, beaucoup de médias. Enfin, voilà, il faut aimer ça. Est-ce que le leveur de fonds fait jouer la concurrence entre les fonds pour l'entrepreneur? Ah bah évidemment. Ouais, le but, c'est d'avoir un maximum de lettres d'intention, parce qu'évidemment, si vous en avez qu'une, vous pouvez la négocier. Mais c'est quand même de la négociation sans filet. Donc, vous êtes évidemment un peu plus tendre dans la négociation quand vous avez 5 lettres d'intention. Vous pouvez dire au fond, bah, ok, si tu ne bouges pas, on prend quelqu'un d'autre. Donc oui, on est là évidemment pour négocier et mettre en concurrence des offres. Une dernière question donc pour Loïc. Tids a réussi à lever 4 millions d'euros pour une première levée. Est-ce un montant classique? Je pense pas, mais je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais non, on a tendance à penser pour une première, c'est généralement en première levée sur un dossier. Une première, c'est plutôt 2 millions, et ensuite, on est plutôt sur 4-5 millions sur les levées suivantes. Mais après, bon, c'est difficile d'avoir des règles, ça dépend aussi de l'entreprise. Ce qui est très important, c'est ses courbes, c'est comment se passe la croissance en termes d'usage, en termes de chiffre d'affaires. Très bien. C'est vrai que 4 millions, c'est un beau montant pour une première. Oui, c'est félicitations. Et d'ailleurs, il y a peut-être votre community manager qui a répondu sur le chat donc pour le recrutement, c'est jobs@tids.tv. Exactement. Tids, T-E-A-D-S. Exactement. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions d'internautes. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine, mercredi prochain, pour un nouveau rendez-vous sur les entrepreneurs, startups en direct. À mercredi prochain.